Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Chris. Bonjour Bienvenue à la 7e conférence du séminaire 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, organisée en l'honneur de la création de l'École normale supérieure de Lyon, LSH. Merci de votre fidélité à ces conférences et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Au programme ce jeudi, l'interaction humaine comme système complexe et adaptatif par Christine Lunt du laboratoire ICAR. L'interdisciplinarité est au cœur des travaux de Christine Lunt, notamment comme directrice du LabEx ASLAN, qui signifie Advanced Studies on Language Complexity. Ce LabEx, pour laboratoire d'excellence, étudie le langage comme phénomène biologique et social et propose une approche scientifique intégrative et interdisciplinaire. Il s'appuie sur l'expertise de 3 laboratoires lyonnais, le laboratoire DDL, dynamique du langage, le laboratoire ICAR, interaction, corpus, apprentissage, représentation, dont Christine fait elle-même partie, et le LIRIS, laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. Cette association offre un spectre scientifique totalement unique en France. Le laboratoire, ou le LabEx ASLAN, a également à cœur de diffuser les résultats de ses travaux et de mettre en place des outils à destination des citoyens. En témoigne le MOOC étudiant dyslexique dans mon amphi, coproduit par l'école normale, ainsi que toutes les participations aux événements que sont la fête de la science ou la semaine du cerveau, par exemple. Donc Christine est donc rattachée au laboratoire ICAR, qui se caractérise par des activités scientifiques pluridisciplinaires, en linguistique et en didactique. Ses recherches sont plus particulièrement motivées par son intérêt pour les diverses perspectives de collaboration et d'apprentissage pour les individus, les groupes et les communautés. L'observation de la façon dont un objet d'intérêt change de nature selon le point de vue à partir duquel il est étudié, la conduite à faciliter l'intégration théorique et méthodologique de la recherche en équipe sur l'interaction humaine. Christine a étudié l'argumentation et l'explication en tant que mécanisme de construction individuelle et collaborative des connaissances du point de vue des sciences de l'apprentissage, de la psycholinguistique et de la didactique de la physique, en se concentrant respectivement sur les conflits sociaux, affectifs, cognitifs, la compétence pragmatique et la fabrication de sens incarnés. Chris Lunt a été récemment distingué par le programme ISLSL Fellows, ce programme qui reconnaît celles et ceux qui ont apporté une contribution majeure au domaine des sciences de l'apprentissage depuis sa création, il y a près de 3 décennies. Cette distinction vient couronner de très belle manière un beau parcours qui a débuté au Minnesota et s'est poursuivi en France avec quelques allers-retours. Chris a passé l'année 2004-2005 au Centre de psychologie des capacités, des compétences et de l'expertise, à Yale, le PACE de Robert Sternberg. Elle a siégé aussi au conseil d'administration de la SIDTS pendant 8 ans et a présidé le CSCL, le congrès que nous avons accueilli à l'ENS de Lyon en 2019. Elle a présidé aussi le comité de l'éducation et organisé de nombreux consortiums doctoraux, ainsi que des ateliers du début et de milieu de carrière. Avant de laisser la parole à Chris, quelques précisions. Vous pouvez poser des questions dans le chat, dont le lien se trouve sur la page de la conférence, et Chris y répondra à la fin de la conférence. La conférence sera disponible très prochainement en replay sur le site de l'ENS de Lyon et sur son compte YouTube. Et juste en annonce, la prochaine conférence aura lieu le 10 juin, toujours pareil, jeudi à 14 h, et s'intitulera « Du livre à la donnée », une table ronde avec Isabelle Boutou de NS Éditions, Clément Pierre de la bibliothèque de Nidro de Lyon et Gabriel Richard de Percé. Merci Chris et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Merci Thierry. Tout d'abord, j'aimerais remercier Thierry Dauxois pour l'invitation de représenter le laboratoire ICAR à l'occasion des 20 ans de l'École normale supérieure Lettres et Sciences humaines. J'ai choisi de parler d'un projet transversal au sein du LabEx ASLAN que je dirige. Le LabEx, comme Thierry avait dit, porte sur les études approfondies sur la complexité du langage. Et nous allons sortir prochainement un livre sur le thème de ma conférence, l'interaction humaine comme système complexe et adaptatif. Bien qu'il s'agisse des travaux récents, il s'appuie en partie sur les recherches lyonnaises sur l'interaction et le langage depuis quelques décennies maintenant. Des recherches de Kerbrat, Orecchioni, de Plantin, de Cosnier, de Rémy, de Traverso, de Mondada et
et bien d'autres. Donc, ma présentation aura la forme suivante. Je parlerai de Mission Statement du LabEx Aslan, collectivement construit au sein du LabEx. Je parlerai de notre vision de complexité, puis des visions de la complexité des sciences de complexité et des visions de complexité en sciences de langage proprement dit. À partir de là, je présenterai notre livre qui sera édité par Language Science Press. Il a 3 sections et après chaque section, je sortirai des aspects de complexité ainsi que les take-home messages. Enfin, je vais conclure à offrir des perspectives et ouvrir la séance aux questions. Alors, tout d'abord, le Mission Statement. Donc, il ne s'agit pas d'une lettre de mission qu'on a l'habitude de voir où nous sommes missionnés par une autorité. Au contraire, c'est nous qui, de manière collective, je l'ai dit, décidons qui on sert, quelle est notre valeur, quelles sont nos méthodes et quels sont nos objectifs. Depuis l'arrivée du LYRIS, avec notre prolongation de l'ABEX, nous pourrions certainement le revoir un peu, mais je vais vous donner la version actuelle. Alors, on sert bien sûr la communauté et les chercheurs qui s'intéressent au langage, mais nous sommes aussi dans une approche transdisciplinaire dans la mesure où nous élaborons souvent nos projets en partenariat avec des acteurs de la société en dehors du monde académique. Donc, on travaille avec des enseignants, étudiants et élèves à différents niveaux, avec des migrants et des usagers des langues à travers le monde, avec des patients et les systèmes de santé, avec des familles et des associations, et avec ceux et celles qui font de la politique. Nous travaillons avec des secteurs privés, secteurs publics, et du coup avec les citoyens, la société et le gouvernement. Alors, quelle est du coup notre valeur fondamentale? Premièrement, nous revendiquons en fait une grande diversité d'approches en étudiant la complexité du langage. J'ose aussi dire que l'ensemble de ces approches et notre vision sont uniques dans le monde. Thierry l'avait dit aussi. Nous cultivons l'interdisciplinarité, donc ça, c'est différentes façons d'intégrer théorie et méthode, mais aussi, je le dis aussi déjà, transdisciplinarité, un concept qui reçoit beaucoup de presse et qui, pour nous, veut dire un engagement de prendre en charge des grandes questions de société qui implique, nous l'avons déjà vu aussi, une concertation et une collaboration avec des gens en dehors du monde académique. Et ces grandes questions exigent d'une variété de compétences, de milieux différents. Nous avons eu aussi le luxe, avec le financement Aslan, de prendre quelques risques. Et enfin, nous sommes des chercheurs très engagés. Alors, on peut dire que ces qualités, plus sur la nature de nos recherches et sur nous-mêmes, finalement, alimentent la valeur sociétale du LabEx Aslan. Ce n'est pas pour dire que nous ne faisons pas de la recherche fondamentale, parce que bien sûr, on continue d'en faire, mais le langage est un sujet de recherche où il y a beaucoup d'opportunités, en fait, de faire du bien au sein de la société. Si nous cherchons à comprendre comment fonctionne le langage, on peut faire progresser les connaissances sur les pathologies du langage, sur la petite enfance et l'acquisition du langage, et sur l'apprentissage des langues secondes. Nous pouvons aider à faire tomber des barrières entre les communautés de cultures et de langues différentes. Nous pouvons donner des descriptions de langues peu connues dans le monde pour protéger ces langues qui sont souvent en danger de disparition. Et nous pouvons produire des applications pratiques concernant le langage dans les domaines de l'éducation, de la santé et plus généralement dans notre société de l'information. Alors, les méthodes que l'on adopte, je l'ai dit aussi, sont très diverses. Nous avons une approche pluraliste
où nous pouvons en fait allier les approches expérimentales avec les approches ethno-méthodologiques et descriptives. Et quand nous sommes sur les questions sociétales, nous prenons également en compte les valeurs et les attentes de nos partenaires sociétaux. Et c'est cet ensemble cohérent qui définit notre evidence-based practice. Donc, vous le voyez dans le Venn diagram. Et la science ne se fait pas sans valeur. Et au sein d'Aslan, on voit la valeur sociétale de nos recherches comme un objectif en soi, en fait, avec des méthodes spécifiques. Nous avons notamment un livre blanc disponible en ligne qui en parle. Enfin, dans un mission statement, on nomme nos objectifs aussi. Aslan a pour objectif de contribuer à un programme de recherche ambitieux, bien sûr, de résister aussi aux dogmes qui amènent souvent à des discussions stériles, voire bloquantes, comme on peut voir dans le dessin à droite, le dessin humoristique. Alors, Aslan a aussi pour objectif de créer un désir pour faire du sens et pour partager des connaissances et de l'expérience à travers du langage. C'est cela, ce qu'on dit en anglais, le languaging. Et de la même façon, à travers ce languaging, nous voudrions partager la beauté et la profondeur de notre existence que l'on peut apercevoir dans les langues à travers le monde. Et nous voudrions également éduquer, diagnostiquer et remédier les pathologies langagières et cognitives, sachant que, attention, en tant que chercheurs, nous ne sommes pas habilités à prendre la place des médecins ou d'autres acteurs de la santé. Et que dans cette thématique, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Enfin, nous voudrions contribuer à améliorer la vie et son évolution assistée par le langage. Rien que cela. Alors, quelle est la vision d'Aslan sur la complexité maintenant? Donc, d'un côté, on va travailler sur le langage en tant que tel pour, par exemple, décrire ses caractéristiques et on va prendre différents angles pour l'étudier. Donc, c'est autour de l'image épistémologique et disciplinaire. D'un autre côté, donc à droite, on va étudier l'utilisation du langage. Par exemple, comment l'acquisition se passe. Et de la même manière, on peut prendre différents points de vue en le faisant. La complexité, du coup, intervient quand on va étudier comment le langage en tant que tel et le langage en contexte interagissent, coévoluent et forment des boucles de feedback. Ces questionnements sont au cœur d'Aslan. Alors, dire cela nous amène à chercher quelques définitions de complexité dans la littérature qui est dédiée à ce concept. Les auteurs Larson, Freeman et Cameron donnent 3 critères pour qu'un système soit considéré comme complexe. Premièrement, un système doit contenir des agents hétérogènes et indépendants. Deuxièmement, il faut que le système évolue de manière dynamique, en passant par des états différents. Et enfin, il faut que le changement ne soit pas linéaire, mais que les relations et les interactions entre les agents ou les éléments pourraient aussi changer. Alors, souvent, une volée d'oiseaux est présentée comme un système complexe, c'est assez classique, aussi puisque le comportement collectif est émergent et peuvent être expliqués par un ensemble de règles locales appliquées par chaque oiseau individuellement. Donc, la vision simple de ces règles est un oiseau se sépare bien de ses voisins. 2, l'oiseau s'aligne avec la direction que prennent ses voisins. Et 3, l'oiseau garde la cohésion vis-à-vis de la position de ses voisins. Après, quand on veut regarder les humains en interaction et en contexte, ça ressemble plutôt au dessin ci-dessous, où la recherche des règles devient plus difficile, donc beaucoup plus compliquée. Justement, on va passer à la vision de la complexité vue par des linguistes maintenant. Et on va retrouver le contrôle distribué et l'émergence collective par exemple concernant la façon dont les langues vont évoluer. Les innovations sont proposées par les individus
mais c'est la communauté qui doit les intégrer. Et je ne parle pas de l'Académie française, qui n'a pas de pouvoir sur l'intégration de ces innovations. Et il y a une diversité intrinsèque. Donc, il n'y a pas d'idéal dans celui qui parle ou dans celui qui entend. Puis, le langage se reflète pas d'état stable. L'adaptation du langage arrive à la fois par l'implication et par la compétition des facteurs en jeu. Donc, parfois, les gens qui parlent veulent économiser leurs paroles, mais les gens qui écoutent veulent des propos sans ambiguïté, et arriver à préciser les paroles prend souvent plus de temps. Donc, alors, on peut se demander qui va gagner dans cette tension, celui qui parle ou celui qui écoute. Et après, le langage évolue de manière non linéaire et on peut discerner des phases. Par exemple, quand quelqu'un apprend une langue et augmente son lexique, il y a souvent un développement de compétences grammaticales qui est associé. On constate aussi une sensibilité, voire une dépendance à la structure englobante. Donc, pour le langage, son usage est contraint par le contexte social. Par exemple, Twitter nous obligeait à tout dire en 140 caractères au départ, et maintenant, c'est 280. Enfin, le changement local, et dans mon exposé, on va voir comment, en fait, le langage émerge des interactions sociales, de la même façon que les oiseaux, finalement, qui, tout en se positionnant aux uns et aux autres localement, peuvent évoluer tous ensemble. Voilà, donc ça nous fait une belle image pour la suite. Alors, Aslan propose alors un ouvrage qui prendra sa place dans une littérature qui propose déjà un certain nombre de perspectives sur la complexité. Pour notre part, on commence par des visions épistémologiques sur la question, puis en deuxième partie, on regarde la complexité vue par le pragmatique et le discours. Donc, je donnerai des définitions au moment voulu. Et en troisième partie, ce sera la complexité vue par l'interaction multimodale. Alors, voici donc la première section du livre par l'auteur Basso Fossali, par les auteurs en fait, Olani Beldam et moi-même, où nous présentons donc différentes visions épistémologiques de la complexité, touchant aux sciences du langage. Alors, chaque fois que je vais présenter une section du livre, chaque chapitre sera passé en revue, mais je n'aurai pas le temps que d'évoquer une ou deux idées. Alors, je demande pardon en avance auprès des auteurs. Alors, on démarre donc avec Basso Fossali et il présente un ensemble de paradoxes et de principes régulatrices concernant les médiations sémiotiques et la gestion de complexité. Il est a priori donc bien connu que les gens confondent souvent la carte avec le territoire. Autrement dit, ils confondent le modèle avec la réalité. Mais chaque discipline, en fait, va faire une carte différente du territoire. Et il faut trouver, en fait, comment ces cartes peuvent s'entreposer. C'est une façon de parler de l'interdisciplinarité. En plus, étant donné que la culture est en évolution permanente, on pourrait aussi dire que chaque projet de construction de sens ne sera jamais fini. Et il y a aussi la question du système que nous étudions. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Ça va encore dépendre de notre point de vue. Mais malgré ces difficultés, le langage en tant que système et le talk and interaction produisent des pratiques qui deviennent bien des normes. Alors, passons à Olani Beldam. Elle revendique une prise en compte de l'expérience de la première personne à l'étude de la complexité. Et là, il s'agit d'une épistémologie en première personne, c'est-à-dire qui étudie la subjectivité du point de vue de celui ou celle qui la vit. Et dans les dessins, on voit la first person experience, où le sujet vit ce qu'il voit sur son écran. On parle du second person experience quand la personne communique cet vécu au chercheur. Et dans ces cas, Olani Beldam s'appuie sur des entretiens micro-phénoménologiques.
Le third person experience est situé dans une épistémologie où on s'appuie sur des observables de l'activité extérieure au sujet, comme des traces de ce qu'il fait. Donc sur le dessin, on voit par exemple des enregistrements de la dilatation des pupilles. La science a fait plus confiance aux observables extérieurs, censés être plus objectifs des fois, mais l'expérience subjective a bien sa place et ici, la position est de la réhabilité. Alors, Lund modélise l'élaboration de connaissances et pour ce faire, elle propose un moyen de connecter des systèmes venant de différentes perspectives, un système cognitif, un système linguistique, un système social et un système interactionnel. Il s'agit des variables intermédiaires qui peuvent exister dans chacun de ces systèmes et donc du coup faire le lien. Cela lui permet d'analyser des situations complexes telles que ce qu'on voit dans la vidéo où ces élèves à Singapour qui parlent le Singlish pour étudier de l'électricité en physique mobilisent à la fois un espace personnel numérique, un espace face-à-face collectif où ils peuvent connecter physiquement des piles, des fils et des ampoules, et encore un espace numérique où ils peuvent partager leurs résultats avec les autres groupes de la classe. Donc, ce sont les travaux menés avec Karine Bécu-Robineau, aussi ici à l'ENS. Et l'intérêt de Lund porte sur la connexion de granularités différentes, donc les relations entre l'individu et le groupe, du point de vue de ces différents systèmes. Et on peut voir en métaphore de l'individu l'écorce d'un arbre, voir les feuilles, les racines, qui tissent ensemble les aspects cognitifs, linguistiques, interactifs et sociaux de l'élaboration de connaissances. Et le forêt comme une métaphore de comment les aspects sont instanciés au niveau du groupe. Alors, dans cette première section, du coup, en termes de notion de complexité, on peut noter par exemple la causalité circulaire. Un exemple plus général serait de dire que les appels à projets du gouvernement pour la recherche sont définis par les chercheurs qui sont sollicités pour établir les critères. Et ce sont ces mêmes appels qui définissent quelle recherche feraient les chercheurs, ce qui influence les critères qu'ils proposent et ainsi de suite. En linguistique, et je vais en faire la démonstration, on peut voir quand la parole augmente en volume, les gestes peuvent devenir plus amples, ce qui augmente encore le volume de la voix, etc. Donc, les modèles que l'on construit sont nécessaires pour certains d'entre nous dans le livre, mais pas pour tous. D'autres vont faire de la description fine. Mais quand on les utilise, les modèles, il faut bien reconnaître leurs limites. Justement, cette section veut créer un espace où les épistémologies et les explications des phénomènes peuvent être comparées. On veut surpasser les dichotomies et poursuivre l'intégration théorique et méthodologique, mais seulement si c'est utile. Parfois, l'intégration ne l'est pas. Alors, la dernière section du livre, non pas la dernière, la deuxième montre les travaux de Rabatel et d'autres que vous voyez sur le slide. Elle focalise sur la pragmatique et le discours. Autrement dit, il s'agit de l'usage en contexte de la communication écrite ou parlée. Et dans chacun des chapitres de cette section, la complexité des pratiques discursives est illustrée à travers différents niveaux d'organisation. On voit comment le sens est contingent et dynamique. On voit comment la levée de l'indétermination se passe et comment les points de vue s'entremêlent. Il y a une différence importante à garder à l'esprit et c'est entre celui qui parle et celui qui est auteur des paroles prononcées, donc celui qui les énonce. C'est une question de point de vue. Et dans les paroles rapportées, il ne s'agit pas de la même personne, donc une parle et l'autre énonce. Et ce sont ces pratiques discursives qui traversent les niveaux de description linguistique
et les points de vue s'entremêlent en s'y faisant. Alors, Rabatel prend l'angle de la complexité, à l'instar de Alain Berthoz, où il s'agit de se rendre compte d'un système complexe de manière intégrée et économe. Il propose à cette fin une théorie pragmatique énonciative sur les points de vue. Et pour cela, il faut pratiquer de l'empathie. Il faut considérer ce que les autres perçoivent, sentent, pensent, disent et font à partir de leur position physique. Donc là, on voit le girafe qui voit le soleil alors qu'il pleut pour le zèbre. Mais il faut aussi considérer les autres à partir de leurs valeurs. Donc, un locuteur peut alors échanger sa position énonciative. Je peux parler en tant que moi ou en tant qu'autrui. Et en ce faisant, je peux comprendre le monde de la part des autres. L'exemple reprend Bernard Joly sur France Culture, qui dit « Les mathématiciens, les physiciens, ils n'ont pas besoin de laboratoire. Ils théorisent, ça leur suffit, disent-ils. » Alors, Bernard Joly, il met un doute avec sa pose et la suite, disent-ils, mais on ne sait pas ce que lui pense, mais il révèle sa position énonciative en tout cas. Alors, Bondy focalise sur la complexité d'un point de vue de la synchronisation rythmique de l'énonciation. Et le dessin pris d'un article sur la biophysique de la production vocale montre la coordination qu'il faut à l'intérieur de celui qui parle entre le souffle, la production des sons et de l'articulation. Il y a plusieurs muscles impliqués. Mais après, le dessin ne montre pas la coordination entre tout ça et la pensée et la mémoire de la personne qui parle. Il ne montre pas non plus la coordination entre les ressources du langage et les besoins de communication, ni entre celui qui parle et celui qui entend. Il y a aussi une coordination. Nous commençons à apprécier alors les différentes perspectives que prennent les modèles que nous manipulons et la complexité après de leur visualisation. Alors, Noah Kowska et Constantin de Chanay proposent du dialogisme pour l'interaction quotidienne. Le dialogisme, à l'instar de Bakhtin, est l'orientation constitutive de tout discours, quel que soit son genre. Donc, ça peut être dialogal, des entretiens, des débats, ou ça peut être monologal, des articles de presse ou des romans. Et c'est cette orientation de tous ces discours vers d'autres discours sous forme de dialogue interne. Cette orientation du discours donc vers d'autres se réalise triplement. Premièrement, elle se réalise par le dialogisme interdiscursif, donc vers des discours réalisés entièrement sur le même objet, donc c'est les autres qui parlent, c'est le dessin en rouge. Deuxièmement, elle se réalise par le dialogisme interlocutif. Ici, on pense à ce qu'avait dit la personne à qui on a parlé et on imagine ce qu'elle va dire après. Donc ça, c'est le dessin entouré en jaune. Et la troisième orientation est par le dialogisme interlocutif, où le locuteur oriente son discours à lui-même, c'est le dessin en bleu, et le locuteur doit gérer tous ces dialogismes dans ses interactions avec les autres. Donc attention maintenant, vous allez être conscient que vous faites tout ça tous les jours. Alors, Alté nous propose une description des modalités exprimées dans des chats en ligne. Rappelons qu'une modalité exprime le jugement d'un locuteur ou locutrice. L'expression de la modalité est déjà un système complexe en soi, composé d'éléments hétérogènes et ayant des sous-systèmes. Quand la conversation progresse, les modalités interagissent ensemble pour former un cadre qui change en permanence. Le travail ici porte sur les emojis qui sont comme des formes écrites de gestes ou de mimiques faciales, on les connaît bien. Dans l'exemple de Alté que je vous propose ici, T1 écrit « Alors, t'as gagné ?» mais s'exprime par une langue qui se tire aussi comme pour émettre un doute.
T2 répond « m'en parle pas » et réagit avec un emoji représentant la bouche en haut, exprimant éventuellement la surprise, voire l'inquiétude. Puisque T2 demande après « t'as perdu combien ?» suivi par « épanche-toi mon petit ». Alt propose que les emojis nous permettent de parler des modalités au niveau des échanges. Alors, donc, dans cette section, si on reprend en termes de notion de complexité, nous avons une réaction par une description à la base de simplicité, intégrée et économe. Nous avons vu aussi que la coordination entre les éléments hétérogènes est primordiale, que l'orientation envers des interlocuteurs présents ou absents est variée et changeante, et que les emojis ont changé en fait notre façon d'exprimer la modalité et que notre point de repère dans le monde va changer et est éphémère, et aussi bien pour les chercheurs que pour les gens qui parlent. Donc voilà, alors dans la troisième section du livre, on va montrer les travaux de Polo, Lund, Plantin et Nicolai, de Chernyshova, Piccoli, Urshi et de Baldov-Kiliatre et Colonne de Carvajal. Et aussi de Grix et de Blanc. Et donc, il s'agit là de la complexité en interaction avec des aspects multimodaux. Donc, autrement dit, le regard, les gestes, la posture, la manipulation d'objets, toutes les variétés de médias et de modes de communication qui accompagnent en fait nos dires. Alors, dans chacun des chapitres de cette section, on regardera l'évolution des éléments du langage. Certains éléments sont dans les cercles colorés que vous voyez, et on voit cette évolution à travers le temps, où on verra comment, en fait, des phénomènes interactifs émergent, souvent non prévus, et donc non attendus. Alors, Polo et collègues proposent de modéliser le raisonnement collectif, d'une part comme l'alignement de ce qu'on appelle les footings, qui reflètent en fait la posture qu'une personne endosse pendant un débat ou pendant une énoncé en fait. Hein. Ça peut être pendant un débat ou tout autre moment. Il y a aussi le face work qui est une question de politesse. Il faut préserver la face des uns et des autres. Et souvent, ça peut être en tension avec le fait de débattre. On peut dire aussi que le footing s'agit du rapport qu'un individu peut avoir, mais je l'ai déjà dit, envers un énoncé particulier. Alors, Polo a étudié les débats socioscientifiques et elle a vu 3 types de discussions. Le cumulatif, dans lequel le footing est consensuel et le face-work ne permet pas d'exprimer le désaccord. Elle a vu l'exploratoire, dans lequel le footing est critique, mais constructif parce que l'idée, c'est la réussite du groupe. Et enfin, elle a vu le type de discussion où on dispute et dans lequel le footing est plutôt compétitif et le face-work a pour objectif de gagner sur les autres. Alors, étudier comment ces différents types de discussions, de groupes peuvent s'entremêler dans une même séance permettent de renouveler la théorisation sur le raisonnement du groupe. Alors, Chernyshova et collègues illustrent comment des routines conversationnelles multimodales peuvent apparaître. On constate une tension, encore une fois, plein de tension, un équilibre délicat entre les attentes que nous avons quand on parle avec les autres et des choses nouvelles qui peuvent émerger. Ce qui se passe est qu'un participant peut produire une verbalisation en combinaison avec des gestes ou autres, une posture, une mimique. Mondada et d'autres appellent ça un gestalt multimodal. Après, d'autres participants dans l'interaction mettent à utiliser le même gestalt dans les échanges qui suivent. Prenons l'exemple tadam. Alors, le commerçant dit 2 € s'il vous plaît, et le client tend le bras avec l'argent. Le commerçant tend le bras aussi pour prendre et on dit tadam. Et la cliente alors enlève le bras et dit aussi tadam. Et maintenant, vous allez peut-être plus attentif tous les jours comment, si vous participez dans ces nouveautés de la langue dans vos interactions à vous.
Alors, Baldauf, Kiliatre et Colonne de Carvajal décrit ce que l'on appelle le cadre participatif en termes de pratique multimodale. Le contexte est un jeu de cartes en famille et on voit que parmi les 5 personnes, il y a différents sous-groupes éphémères qui se forment, des séquences qui se chevauchent et de multiples trajectoires d'action et d'interaction qui se passent en même temps. Donc, différents types de ressources sont utilisées selon le contexte et on peut constater qu'une même interaction existe de manière simultanée dans différents cadres participatifs. C'est juste les rôles que endossent les gens dans une interaction. Donc, sans prendre l'exemple en détail, il montre comment les différentes personnes arrangent les cartes, cherchent des paires, expliquent des règles, lisent les règles et gèrent les différentes questions par rapport au jeu. Illustrant comment ces activités chevauchent entre elles et avec des personnes différentes, tout en étant gérées avec un naturel, comme si ne rien n'était. On le fait tous les jours. Et là, on le documente. Alors, Griggs et Blanc considèrent l'apprentissage d'une langue seconde en classe d'immersion comme un processus complexe et adaptatif. Ils trouvent une co-influence entre les patterns de l'action verbale en classe et le développement de compétences dans la langue cible. Leur cadre théorique est celle de Vygotsky, où l'individu développe tout d'abord, en fait, sa compétence en interaction avec des pairs qui sont plus en avance que lui, puis il internalise cette compétence à l'aide de la médiation, différents outils qui sont mis en place, pour finir par acquérir les compétences pour lui-même sur le plan cognitif. Alors, dans cette troisième section, donc en termes de notion de complexité, on peut noter que la complexité est mi-chemin entre l'ordre et le désordre, qu'il y a une tension entre le régulier et le nouveau, et entre l'attente et l'émergent, que les phénomènes que nous avons vus sont à la fois formés par le contexte, tout en formant le contexte aussi, et qu'une seule action peut avoir un rôle dans différents contextes de manière simultanée, que les structures langagières sont dépendantes des particularités locales, que l'interaction est co-construite par les participants, qu'il y a une émergence de structures pendant l'interaction, que l'interaction est multidimensionnelle et qu'il y a aussi une multiplicité d'éléments interconnectés qui participent dans l'organisation de l'interaction. Alors, après tout ça, en guise de conclusion, et en relation avec l'article par Beckner et collègues en linguistique et complexité que j'ai présenté en début de l'exposé, on voit que nous pouvons à la fois donc aller vers le sens de leur modèle en étendant le champ de l'application, mais aussi en rajoutant des éléments nouveaux au modèle. Donc, il propose 7 caractéristiques du langage comme système complexe. En termes de contrôle distribué et émergence collective, on a vu comment l'expression de la modalité est changée par les emojis, mais que les emojis sont changés à leur tour par les modalités que nous voudrions exprimer. Et là, on étend le champ d'application du modèle de Beckner. Mais dans les travaux de Griggs et Blanc, on voit que l'inverse peut se produire aussi. On peut avoir le contrôle collectif et l'émergence distribuée dans le cadre de la classe de langue en immersion. Dans ces cas-là, en fait, on propose un nouvel élément au modèle de nos collègues Beckner et al. Puis enfin, étant donné qu'en sciences du langage, les universaux linguistiques top-down sont en train de stagner, enfin, c'est sûrement une question d'opinion, le focus est maintenant porté sur les universaux bottom-up. C'est sûrement aussi trop tôt d'attribuer un statut universel à ce qu'on trouve, mais nous avons toute une liste de candidats. Alors, continuons les conclusions. En termes de compétition de facteurs, nous avons vu une tension entre la politesse et l'argumentation, donc entre le social et le cognitif,
que l'on connaît déjà très bien sous le nom conflit socio-cognitif dans les travaux en éducation. Et puis, nous avons vu une tension entre les attentes dans une interaction et les nouveautés qui émergent. Ces résultats nous font demander si les patterns bottom-up que nous voyons peuvent finir par instaurer un changement plus global au niveau de la communauté. Oui. Enfin, en termes de perspective, nous allons continuer à étudier l'usage, l'acquisition et le changement du langage aux différents niveaux de description en recherchant les relations entre certains des niveaux. On est sur le prochain slide peut-être. C'est pas grave. Donc, on a financé 7 grands projets à la hauteur de 230 000 € au sein d'Aslan avec les collègues du LIRIS. Donc là, on travaille l'acquisition, l'usage et l'acquisition. Donc, voilà, enfin, les 3 que vous voyez, on est encore sur la perspective. Et donc, on a financé ces 4 nouveaux projets sur lesquels on travaille. Et l'idée, c'est de voir cette modélisation informatique tout en voyant comment, en fait, on peut intégrer les perspectives à travers ces différents niveaux de description de la linguistique. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va ouvrir la séance aux questions. Merci Chris Lund, c'est nous qui te remercions pour cette conférence passionnante. Alors il y a effectivement des questions, je commence par la première. Pourquoi il est important d'étudier les sciences du langage? Alors, je te regarde. Alors, les raisons sont multiples, bien sûr. Je peux peut-être faire une réponse qui serait philosophique et puis pratique. D'un point de vue philosophique, le langage, c'est la base de tout. Ça définit nos institutions et puis on peut voir que ça nous permet dans nos sociétés de définir des règles, mais ça nous permet aussi de dépasser ces règles par une créativité. Parfois, on voit bien que les règles ne sont pas en lien avec l'éthique et les valeurs, et c'est que le langage qui permet de décrire pourquoi. Donc, il y a cette description, en fait, on utilise la langue pour décrire les cultures et les différences de nos cultures, mais on oublie que peut-être c'est justement par le langage, par les langues, qu'on peut avancer ensemble, en fait. Sinon, d'un point de vue un peu plus pratique, à l'ENS, par exemple, on sait que les étudiants veulent étudier les sciences du langage. On a déjà, le langage est en lien forcément avec toutes les disciplines sur le campus Descartes. On travaille aussi en sciences exactes. On a déjà eu des collaborations avec la physique. J'ai mentionné des informaticiens au sein du LabEx avec le Labo LIRIS. Je fais un coucou au passage à mes collègues à l'Institut de complexité. Et juste, voilà, le langage et comprendre les interactions humaines, c'est aussi la base de toute communication. Et c'est vraiment, il faut en avoir la maîtrise pour réussir notre intégration professionnelle, sociale, citoyenne, personnelle, enfin voilà, tout Merci. ça. Pourriez-vous donner un exemple de vos travaux en sciences du langage dans le domaine de la santé? J'ai envie de démarrer, enfin de répondre pour dire que allez-y sur notre site d'Aslan pour trouver en fait les réponses plus dans les détails. Dans notre groupe Science with and for Society dirigé par Audrey Mazur-Palandre,
On fait chaque fois une fiche projet en collaboration donc, avec les chercheurs qui travaillent sur le projet. Et c'est un format A4. C'est très facile, donc très abordable pour en prendre connaissance. Et donc ça, vous pouvez les trouver sur le site. Mais pour donner quelques exemples, alors on travaille sur les migrants et en lien avec chez le médecin, par exemple, il y a des difficultés d'interprétariat, donc en lien avec le système santé. On travaille aussi sur différentes pathologies langagières et cognitives, l'aphasie, l'Alzheimer. On a fait beaucoup de projets sur la dyslexie au niveau des étudiants en université. Et dans ces différents cas de pathologie langagière et cognitive, on a travaillé aussi sur la façon dont on peut, tout en comprenant ces phénomènes et qu'est-ce qui se passe, sur la formation des aidants et aussi de la façon dont on peut accompagner d'autres acteurs qui entourent ces pathologies ou les migrants, par exemple, qui pourraient avoir des difficultés dans le système santé. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Pourquoi l'intégration épistémologique est parfois utile et parfois pas, nous demande-t-on? Ça me touche peut-être au cœur, hein, puisque j'ai eu des différentes expériences autour de cette question, mais alors parfois, en fait, la façon dont on pense, c'est quelque chose qui pourrait se savoir, enfin, notre position vis-à-vis d'une connaissance et comment, en fait, cette connaissance peut être récoltée, en quelque sorte. On ne va pas avoir le même avis que nos collègues. Et ça peut donner lieu à des conflits. Parfois, en fait, les différentes approches, donc au savoir, aux connaissances, sont incommensurables. Et donc, on ne peut pas les intégrer. Par contre, si on tente tout de même, ce que ça peut faire, c'est que souvent, quand on est chercheur, on est formé et on est un peu lancé dans une voie et ça peut être rare, en tout cas, qu'on se pose la question sur ce qu'on nous apprend comme méthode, comme vision théorique. Et se rencontrer évidemment l'autre qui diffère, ça nous oblige à expliciter en fait les raisons derrière nos positions. Donc même si on est on travaille avec quelqu'un où c'est incommensurable nos approches, au moins il y a le mérite de savoir, de pouvoir dire noir sur blanc, pourquoi j'ai mes positions que j'ai. Donc c'est quand même toujours utile dans ces cas-là. Mais dans les cas où les gens sont, où il y a possibilité d'intégration et où il faut faire ce travail de considérer les fondements, les présupposés et de la façon dont les choses pourraient s'intégrer, que ce soit sur le plan théorique ou méthodologique, vraiment, je pense qu'on est gagnant. Parce qu'on arrive en fait à avoir des perspectives multiples qui se complètent et du coup on obtient une vision plus complète du phénomène que l'on étudie, plus approfondie, plus étendue. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être rappeler le nom de la prochaine conférence qui s'appellera donc « Du livre à la donnée » qui se déroulera le jeudi 10 juin à 14h. Cette table ronde sera animée par Thierry Doxois, notre vice-président recherche, et avec Isabelle Boutou de NS Éditions, Clément Pierre de la Bibliothèque Diderot de Lyon et Gabriel Richard de Percé. Je vous rappelle à tous que vous pouvez revoir toutes les conférences des 20 ans de NSLSH sur notre site et sur YouTube. Merci encore. Merci. Au revoir.